Bonjour et bienvenue sur le plateau de 5 sur 5 médias. Nicolas Panda à votre service et je vous retrouve aujourd'hui pour notre émission hebdomadaire Parlons Immobilier. À titre de rappel, je suis agent immobilier à Everest Realtors à Rockville dans la région métropolitaine de Washington. Excusez-moi. Et on est là pour discuter immobilier, répondre immobilier, suggérer immobilier, parler immobilier. Alors aujourd'hui, avant de commencer le sujet que j'ai préparé pour cette semaine, je vais répondre à quelques questions que j'ai reçues des spectateurs, ceux qui nous regardent. Et la première question, elle vient de Monsieur Philippe. Monsieur Philippe me pose la question suivante. Il me dit, je cherche une solution afin d'être capable de louer un appartement. Ça fait 5 ans que je travaille pour la même compagnie et j'ai un salaire d'environ 51 000 $ par an, mais mon crédit est de 510. Et il demande, pouvez-vous me donner des solutions à mon problème? Bon, Monsieur Philippe, ce que je voulais justement vous demander en ce qui concerne le crédit, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas louer un appartement. Vous savez, quand vous établissez un crédit, c'est-à-dire bon, quand vous êtes là, vous avez une maison et vous travaillez, et vous avez votre loyer à payer, vous avez vos factures à payer, ça ne constitue pas un crédit. Ça ne fait qu'un certain pourcentage de votre établissement de crédit. Mais ce n'est pas la base, justement, de votre crédit. Parce que vous voyez, ce que vous faites quand vous payez, par exemple, quand vous travaillez et tout, bien sûr, votre numéro de sécurité sociale est enregistré. Mais si vous n'avez jamais contacté de prêt, c'est-à-dire que si vous n'avez jamais financé l'achat d'une voiture, par exemple, si vous n'avez pas de carte de crédit, à titre d'exemple, si vous n'avez jamais pris de prêt à la banque, vous n'aurez pas de credit history. Donc, ce qui veut dire que vous êtes là, vous existez, vous avez un numéro de sécurité sociale, on sait que vous travaillez, mais jusque-là, vous n'avez jamais pris une dette, emprunté justement, prendre un prêt à la banque, et l'avez payé, à moins que vous l'ayez déjà fait, et que bon, le paiement n'était pas régulier, mais ce que je soulis dans votre question, c'est que probablement vous ne l'avez jamais fait. Donc si vous n'avez pas de carte de crédit, vous n'avez jamais financé l'achat d'une voiture, donc en payant bien sûr chaque mois, si vous n'avez jamais appliqué pour une carte de crédit et êtes en possession d'une carte de crédit dans votre vie de tous les jours, il est possible que même après 10 ans, vous n'aurez jamais de credit history. Parce que vous voyez, votre credit score, là vous dites qu'il est à 510. Mais vous voyez, il y a des composantes dans ce credit score. La première chose qui constitue le credit score, c'est le payment history. Le payment history, il constitue 35% de votre credit score. Après le payment history, vous avez l'utilisation de vos crédits, c'est-à-dire les dettes que vous avez prises justement. Et ça constitue 30% de votre credit score et de votre crédit en général. Bon, il est évident que si vous n'avez jamais entamé de dette, vous vous êtes jamais endetté, vous perdez automatiquement ces 30%-là. C'est-à-dire que vous existez, mais en matière de crédit, vous perdez ces 30%-là. Bien sûr, la longueur la durée justement de votre crédit, elle compte pour 15%. Mais si vous n'avez pas d'utilisation de crédit et vous n'avez pas d'utilisation de crédit, c'est que vous n'avez jamais eu de crédit. Donc, ce qui veut dire que vous perdez 15% de plus
Donc ça fait déjà un total de 45%. Bon, maintenant, le credit mix qui compte pour 10%, c'est quoi? C'est quand vous existez, peut-être les loyers, les factures d'eau ou d'électricité, mais ça ne compte que pour 10%. Donc, là, si vous n'avez pas, bien sûr, entamé, si vous demandez un nouveau crédit, ça compte pour 10%. Donc, ce qui veut dire que dans votre cas, là, vous n'avez pas de payment history parce que vous n'avez pas eu de credit utilization, vous n'avez pas de length of history. Vous perdez 35 plus 30 plus 15%, vous avez déjà à peu près 80% en l'air. C'est-à-dire que bon, il est difficile justement que votre crédit augmente parce que j'assume que c'est ce qui se passe avec vous. Si c'est parce que vous n'avez vraiment pas de dette et tout, ben ça devrait être un problème. Là, vous devez essayer. C'est dommage de vous dire, de devoir vous dire que bon, on est dans une société où si vous vous endettez pas, vous pouvez pas évoluer. Donc votre credit score est déterminé justement par les dettes que vous octroyez, et la façon justement dont vous les payez. Mais si vous n'avez jamais pris de dette, si vous vous dites que bon, ma crédit en état lingalité, moi je paye ma maison, j'ai mon travail, je ne veux pas m'endetter, je n'ai pas tout ça, bon, c'est peut-être bon d'un côté, mais ce n'est pas bon de l'autre, comme vous pouvez le constater, votre crédit ne va pas augmenter. Vous n'avez pas d'utilisation de crédit qui compte pour 30% de votre credit score, vous n'avez pas de longueur, de durée justement de crédit parce que vous n'avez jamais contacté un crédit, vous perdez là 45%. Donc si votre crédit reste à 510, cela ne m'étonne pas du tout. Mais si ce que je vous dis, c'est-à-dire que bon, parce que j'assume que vous n'avez pas de dette et que vous n'avez pas de carte de crédit et que vous n'avez jamais financé de voiture et que vous n'avez jamais financé de carte de crédit, si ce n'est pas la raison, s'il s'avère que bon, vous l'aviez déjà fait et que pour une raison ou une autre, vous avez eu des paiements, ou bien quelque chose a dû se passer pour que votre crédit reste à 510, alors là, tirez votre crédit et voyez justement ce qu'il y a dessus. Parce que si vous utilisez des cartes de crédit, si vous avez déjà eu des loans, vous avez un history, vous avez un payment history dans votre dossier et que malgré cela, votre crédit reste à 510, donc là, ça stimule peut-être que bon, peut-être vous avez eu des problèmes dans votre crédit. Je ne dis pas que vous l'avez, mais bon, je suis en train de vous donner les possibilités parce que vous ne m'avez pas donné tous les facteurs. Donc, vous m'avez seulement dit que votre crédit, vous travaillez, ça fait 5 ans, votre credit score est à 510 et vous voulez savoir justement comment remédier à la situation. Bon, si ce n'est pas un problème de credit historique que vous n'avez pas et que de dette que vous n'avez pas, ce qui peut être la cause numéro 1. La cause numéro 2, peut-être que bon, soit vous aviez des crédits et que vous avez eu par exemple un bankruptcy ou que vous avez eu, il y a eu des collections, vous avez eu un jugement, vous avez eu un problème de child support, vous voyez toutes ces mauvaises choses qui puissent arriver. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que alors là, l'option numéro 1, celle où je vous ai dit que justement vous n'avez pas de dette, est la raison pour laquelle votre crédit reste à 510. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est dommage de vous le dire, mais bon, ici, si vous n'êtes pas endetté, on ne vous connaît pas, quoi. C'est malheureusement comme ça. Vous devez vous endetter, donc, comme on le dit en lingala, donc, endettez-vous, alors là, vous serez connu. Et c'est malheureusement la situation dans laquelle nous vivons. Donc, si c'est parce que vous n'avez pas de dette, essayez de vous endetter. Commencez par ça. Une carte de crédit, financer une voiture, prendre une carte dans un department store ou quelque chose dans le genre pour permettre. Parce que le fait de payer votre téléphone, de payer vos factures d'eau, d'électricité et tout, ne constitue que 10% de votre credit score. Si vous appliquez pour un nouveau crédit, ça va compter pour 10%. Et maintenant, au moment où vous avez une carte, le montant que vous devez, votre fréquence de paiement et la durée de votre crédit
vont établir les 80% justement qui vous manquent pour pouvoir monter votre crédit. Donc ça, c'est la question, c'est ça la réponse justement. Au fond, c'est une des solutions que je suggère en fonction de ce que vous m'avez demandé parce que je n'ai pas tous les éléments. S'il y a autre chose qui manque et tout, envoyez-le moi par email et à ce moment-là, je pourrais vous donner peut-être d'autres suggestions. Mais si c'est ce scénario-là, qui est le scénario numéro 1, c'est bon. Si c'est le scénario numéro 2, alors tirez votre credit report et voyez justement ce qui ne va pas dessus. Et posez-moi le problème, envoyez-le moi par inbox et on va voir justement comment on peut gérer la situation. Alors la deuxième question vient de M. Pascal qui m'a posé la question justement de savoir si c'est important justement est-il important de garder sa propriété au goût du jour, c'est-à-dire updated, et pourquoi? Ben, je vais vous dire pourquoi il faut garder sa maison updated. Il y a des bénéfices pour ça. D'abord, premièrement, c'est dans l'intérêt de votre confort personnel. Vous voyez, vous avez aujourd'hui une maison, vous possédez une maison. La maison a été construite dans les années 60. Ça, c'est à titre d'exemple. Vous savez, les anciennes maisons, et ça, c'est juste à titre d'exemple, les anciennes maisons, celles qui ont 50, 60 ans, 70 ans, 80 années, je sais tout, ces maisons-là, vous pouvez vous retrouver avec une maison qui avait, par exemple, 5 chambres à coucher et une seule salle de bain. C'est d'accord avec moi, ceux qui vivaient encore dans les anciennes maisons et tout. De nos jours, quand vous allez dans les maisons qui sont construites, c'est maintenant, là, de nos jours, à partir du 21e siècle, voyons, allons par là. Qu'est-ce que vous constatez? Les cuisines ne sont plus ces espèces d'enclaves qui existaient dans les maisons des années 60. Ce sont des espaces, parce que les gens passent leur temps à la cuisine. Ce sont des espaces vastes, chaleureux et accueillants. Maintenant, quand vous allez dans les maisons aujourd'hui, vous allez dans les maisons où vous avez la chambre, le master bedroom, qui a son master bath, qui est isolé du reste de la maison. Les 4 autres chambres, les 3 autres chambres ne vont pas aller piocher dans la salle de bain des parents. Donc les maisons d'aujourd'hui, vous avez une maison par exemple qui a 4 chambres à coucher, elle a au moins 2 salles de bain pour être sûr que le master bath n'est pas partagé et qu'il y a une salle de bain pour les autres chambres, qui servent les autres chambres. Quand les gens veulent pousser la fantaisie un peu plus loin, ils ont une toilette pour visiteurs, pour être sûr que, bon, au moment où ils ont des visiteurs, ces visiteurs ne vont pas utiliser justement la salle de bain qui sert justement les chambres restantes. Donc, quel est l'avantage? Justement, ça c'est la réponse, c'est la partie justement qui compte pour le confort et pour le style. Bon, je vous ai décrit justement une maison de nos jours. Les maisons de nos jours, elles sont communes. Vous avez un salon, beaucoup de lumière maintenant, parce que dans le temps, vous pouvez avoir une maison qui ressemblait à un château fort, où dans toute la maison, vous n'avez que 3 fenêtres. Maintenant, les maisons, elles sont éclairées. Vous avez plusieurs fenêtres. Vous avez une cuisine pratiquement, maintenant, ce qu'on les appelle, on les appelle gourmet, les gourmet kitchens. Donc, vous avez de la granite, vous avez un bon frigidaire, vous avez une bonne cuisinière, vous avez un four à micro-ondes, vous avez tous ces éléments qui rendent la maison agréable. Eh bien, une maison qui a été construite dans les années 60, elle utilisait encore ces anciens réfrigérateurs, ces anciens appareils ménagers qui n'utilisaient malheureusement pas ce qu'ils appellent le Energy Saver. Les appareils d'aujourd'hui, quand vous avez par exemple un frigidaire, le frigidaire est Energy Saver. Vous avez le dishwasher, donc la machine de lave-vaisselle qui va justement dans le même sens.
vous avez des machines à laver, à sécher qui vont exactement dans le même sens. Ce sont des facteurs qui n'existaient pas dans le temps parce que maintenant, on essaie de conserver l'énergie. Les maisons construites il y a 50, 60 ans, elles n'avaient pas tout ça. Les maisons dans le temps, vous aviez par exemple des portes justement, disons, ces portes qui servent, donc ces portes supplémentaires qui aident justement à garder soit la chaleur ou bien soit garder la fraîcheur à l'intérieur. Les maisons dans le temps, bon, les forteresses, hein, ça c'est exactement pour le dire, elles avaient quelques fenêtres, elles n'étaient pas éclairées, les maisons étaient sombres. Vous savez, les maisons des années 60, 70, voilà, à l'époque des discos, là, dans les basements, vous savez ce qu'ils mettaient? Ces grosses plaquettes en bois, là. Donc, quand vous entrez dans le basement, vous êtes dans un trou parce qu'ils mettaient la boule de disco, là, pour être sûr qu'il n'y avait pas de lumière. Maintenant, quand vous allez dans les basements, bien sûr, ils sont walk-out. Et les gens essaient de les éclairer un peu plus. Donc ça, ce sont les critères d'aujourd'hui. Si vous avez maintenant une maison, à vous, qui a été construite il y a plus de 50 ans, et que vous espérez faire, c'est-à-dire que bon, la mettre à jour avec les fantaisies, les rénovations que nous avons actuellement, et choses et tout, c'est quelque chose, ça va de soi que vous devez vous mettre à jour et tout. Prenez un expert qui va vous arranger le château dans lequel, le petit château là, qui n'avait qu'une salle de bain pour 5 chambres et tout, pour essayer. Bien sûr, un expert, pourquoi? Parce que bon, vous avez probablement besoin d'un plombier qui va vous ajouter une salle de bain supplémentaire, parce que vous avez probablement l'espace. Vous voyez, les maisons, les anciennes maisons, elles avaient de l'espace. Le seul problème, c'est qu'elles n'ont pas, elles n'ont justement pas ces trucs et tout. Bon, peut-être vous aviez 5 chambres à coucher, mais peut-être des petites chambres. Parce que vous voyez, maintenant, de nos jours, les gens passent leur temps dans leur chambre. Ils font beaucoup de choses là, dans le basement, quand ils vont dans le sous-sol. Il y a beaucoup d'activités. Vous savez, de nos jours, maintenant, les gens travaillent chez eux à la maison. Dans le temps, les gens ne travaillaient pas chez eux à la maison. Les gens quittaient leur maison, allaient travailler quelque part. Donc, nous avons de nos jours, nous avons des maisons qui sont en même temps et maison et bureau. Et justement, dans ce sens-là, c'est nécessaire justement de les mettre à jour. Bon, il n'y a pas seulement que ces avantages-là, donc il n'y a pas que le confort et le style, mais il y a aussi que, vous savez quoi, ça augmente la valeur de la maison. Si vous voulez vous débarrasser de votre maison qui est quinquagénaire et que la maison a été ajustée en fonction des facteurs qui déterminent le confort immobilier d'aujourd'hui, vous avez une maison dont la cuisine a été refaite qui répond aux critères des cuisines actuelles. Vous avez une maison qui a les chambres et les salles de bain ont été faites selon les critères actuels. Les vitres, les fenêtres, la maison est un peu plus éclairée, donc on a fait des trous dans les murs qui n'en avaient pas dans le temps et tout. Bien sûr, vous allez demander à un expert de faire ça parce que si vous demandez à un novice, la maison va s'écrouler. Vous aménagez votre sous-sol, votre basement de façon à rendre la maison attrayante. Vous refaites la peinture, vous refaites le toit. Dans le cas, il y a des gens qui vont même à l'extrême. Quelquefois, ils changent le style de la maison. C'est-à-dire que bon, ils font des additions, comme on le dit, ou bien soit ils ajoutent un étage, si la maison n'avait que par exemple le main level avec un basement. Il y en a qui vous ajoutent un niveau supérieur et ils mettent la maison à jour. Ben, devinez quoi, ça augmente de beaucoup la valeur justement de votre maison au cas où vous voulez vous débarrasser de la maison. Parce que bon, imaginez-vous un seul moment. Vous avez une maison, vous avez 2 maisons sur le marché. La première, elle est restée comme elle a été construite dans les années 60-70, là, avec les disco balls et tout ce que vous voulez là. Et puis maintenant, vous avez la maison qui a été actualisée, qui a tous les petits features, donc tous les critères, toutes les petites fantaisies justement que vous aimeriez mettre dans la maison et tout, fait bien sûr accompli sous l'expertise justement d'un expert et tout. Vous mettez ces 2 maisons-là sur le marché. À votre avis, quelle est la maison qui partira le premier sur le marché? C'est la maison qui aura justement celle qui a des updates. Et pourquoi est-ce qu'elle sera partie sur le marché? Parce que la personne qui achète la maison n'a plus l'obligation
de devoir remettre sa maison à jour et est prête à payer. Croyez-moi, hein, et ça c'est sûr. Une maison qui a été update, qui a été rénovée et tout, la personne, elle est prête à payer un peu plus pour avoir ce peace of mind. Donc il n'a plus à s'inquiéter de refaire les toilettes, de refaire les salles de bain, de refaire le basement, de refaire le attic, de refaire le garage, de refaire quoi que ce soit et tout. Tout est à jour et il est à l'aise une fois pour toutes. Alors que bon, l'autre maison, elle est aussi quinquagénaire. C'était probablement le même genre de maison et tout, mais la maison risque de passer un temps fou et peut-être, avec un peu de malchance, vous devrez la liquider à un prix dérisoire parce que personne n'en voudra. Parce que la personne qui la voit, la première chose qu'elle verra, elle voit des chiffres, hein, elle ne voit pas la maison, elle voit les chiffres, c'est-à-dire les montants qu'elle doit utiliser justement pour remettre la maison sur pied. Et ça, justement, il est bon. J'espère que, M. Pascal, j'ai répondu à votre question. Il est bon de considérer de rénover la maison. La raison d'ailleurs pour laquelle on a tant d'investisseurs immobiliers, vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils achètent ces maisons quinquagénaires, ils les remettent à jour et ils les revendent. Et vous voyez des gens dans le même quartier, la maison était là quand elle n'avait pas été rénovée, la maison est restée là, personne n'a voulu l'acheter. Un investisseur achète la maison, il la remet à jour, il la remet sur le marché. La maison reste sur le marché une semaine, elle a un contrat et la maison est vendue. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas aller par tout le tralala, tous les maux de tête qu'il y a justement à remettre une maison, parce que tout le monde n'a pas cette patience-là. Donc voilà pour les questions d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a parlé d'immobilier, on a parlé d'investissement, on a parlé des étapes, justement quand quelqu'un veut investir dans l'immobilier et tout. Mais je vais aller sur un sujet qui est justement lié à cette étape de l'immobilier. Les erreurs que commettent les nouveaux investisseurs. Parce que vous voyez, les nouveaux investisseurs, bon, les gens sont là, hein, vous voyez, nous sommes là, les gens sont là, ils se disent, ah bon, c'est comme vous êtes là, vous regardez, vous observez un médecin. Il dit, ah mais il a ceci, il fait cela, vous l'observez, il réussit et que ça lui va bien, les choses et tout. Bon, je dois devenir médecin. Vous savez combien d'années ça prend pour devenir médecin? Vous savez combien de travaux pratiques il a dû faire? Vous savez combien de... ce qu'il a dû faire comme... quel genre de sacrifice, ce qu'il a dû faire pour en arriver là. C'est-à-dire que, bon, vous voyez un grand médecin avec un grand cabinet médical, il a des assistants, il a une belle voiture, il a une belle maison, il a des enfants dans les écoles privées, choses et tout. Mais vous croyez que c'est tombé comme ça du jour au lendemain? Il y a toute une étape à suivre. C'est comme si, pour aller dans un autre exemple et tout, vous voyez quelqu'un qui conduit une voiture, vous l'observez, vous dites, ah, ça doit pas être difficile, les choses et tout. Allez, moi demain je vais aller conduire. Mais à votre avis, vous entrez dans le véhicule, là, après avoir bien observé les personnes qui conduisent, avec un peu de chance, si vous n'êtes pas allé au cimetière tout droit, vous allez vous retrouver avec une voiture bousillée et probablement avec quelques côtes de cassé. Parce que vous voyez, il y a une méthode, il y a une technique, il faut apprendre, il faut s'instruire. Il ne faut pas faire les choses à sa tête. Parce que vous voyez, chaque chose qu'on fait dans la vie, on l'apprend de quelqu'un. On l'apprend de quelqu'un, on l'apprend d'une situation et tout. On ne fait pas les choses seulement pour prouver qu'on est capable de le faire parce que d'autres l'ont fait et ils ont réussi. Vous savez par quel sacrifice ces gens-là sont passés avant de pouvoir réussir et devenir ceux qu'ils sont. Bon, pour arriver à l'investissement immobilier, parce que bon, ces leçons-là, là je le dis dans le sens de l'immobilier, mais c'est valable pour n'importe quelle autre profession, mais pour le truc de l'investissement, je préfère mettre l'accent parce que quand vous faites un mauvais investissement et que vous avez utilisé vos économies, c'est vos économies qui se volatilisent, hein, elles ne reviennent pas. Si vous avez fait un mauvais calcul, elles partent. L'erreur numéro 1, et ça, croyez-moi, je n'ai même pas besoin de lire et je peux vous le dire, que commettent les nouveaux investisseurs, ils voient une maison, au lieu de voir
la maison, ce qu'elle vaut, ce qu'elle représente. C'est-à-dire que vous savez, quand vous regardez une maison pour laquelle que vous comptez investir les choses et tout, ne regardez pas, regardez la maison comme un objet. C'est-à-dire la tête froide, enlevez tout sentiment possible. Vous ne pouvez pas aller devant une maison et tomber amoureux de la maison et dire ça c'est la maison que je vais investir. Non. Quand vous voyez une maison et que la maison est là sur le marché, elle est là pour être investie et choses et tout, enlevez tout sentiment amoureux, tout sentiment. Il n'y a pas de sentiment dans l'investissement. Allez par tout ce qui est pratique. Vous regardez la maison, vous l'analysez, vous regardez, vous planifiez. Vous dites, bon, la maison, elle a ceci, vous faites votre inspection et tout, vous voyez ce qu'elle a et tout. Bon, ah, je vois ceci, bon, si je fais... Donc, c'est-à-dire qu'au moment où vous regardez la maison, vous regardez la maison et vous pensez chiffres. N'y allez pas et dites, oh, c'est pas comme une maison dans laquelle vous allez habiter. Oh, mais j'ai vu la maison, mais cette maison, elle est magnifique, il me la faut. Non, quand vous investissez, il n'y a pas de magnifique, il me la faut. Il faut le côté pragmatique de la chose. Donc vous regardez la maison, vous regardez, ah, il y a une fuite de gaz là, ça va coûter combien? Vous regardez ça, c'est-à-dire que tout doit être pensé chiffre quand vous êtes dessus et tout. Et justement, quand vous n'êtes pas en mesure de le faire, prenez quelqu'un pour vous seconder. C'est toujours bon d'avoir une seconde paire d'yeux qui s'y connaît et tout. Erreur numéro 2. Ça, tout le monde, en tout cas, il n'y a, je ne vais même pas me casser, je peux même pas aller trop loin sur le sujet, parce que les gens sont là, ils observent les grands investisseurs immobiliers, ils voient une maison, ils voient un projet, la première chose qu'ils voient, ils voient déjà l'argent qui va se faire, et la vitesse avec laquelle il va se gagner. Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé devant une maison, on vous dit, bon, ça c'est votre maison, la maison, elle est totalement démunie. Il y a des tonnes de travaux à faire et tout. Elle est là devant vous. Et c'est à vous de la remettre sur place. Est-ce que vous savez seulement quel genre de pensée va passer par votre tête à ce moment-là? Vous savez la procédure qu'il faut faire et tout. Premièrement, quand vous voulez investir, loi numéro 1, et ça je vous l'ai dit quand je l'ai donné dans votre émission, dans l'émission où je parlais justement de l'immobilier, il faut planifier. Vous n'allez pas vous lever du jour au lendemain et dire, bon, je vais investir dans l'immobilier, je vais acheter, je vais retaper et choses et tout. Non, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Dire, bon, je vais prendre la maison et tout. Et après, non, 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 j'ai vu la maison qu'il me faut et choses et tout. Erreur. Quand vous voyez une maison, c'est pas la beauté de la maison et choses et tout. Vous devez voir justement le côté chiffres et nombres et finances qui va avec la maison. Numéro 2, vous ne gagnerez jamais d'argent aussi vite comme ça en immobilier. Si vous n'avez pas planifié, si vous n'avez pas fait un... Si vous n'avez pas... mon Dieu, le mot est en train de partir. Budgétiser. Budgétiser, merci. Vous ne le faites pas et tout. Ne vous dites pas, parce que quand vous y allez, vous allez avec un certain budget. Vous dites, bon, j'ai à peu près ceci, parce que vous devez être au courant de ce que vous avez. J'ai à peu près ceci. Bon, une propriété sur laquelle je voudrais investir, elle doit valoir ceci. Les travaux vont valoir ceci. Quand je vais la remettre sur le marché, j'aurai tel frais. Il y a peut-être des impôts qu'il faudra payer. Il y a les documents qu'il faudra payer au gouvernement et tout. Vous planifiez tout cela et tout. Vous n'y allez jamais la tête vide et tout. Et en plus de ça, l'erreur numéro 3, encore une des plus grosses erreurs et tout. Donc, vous croyez que vous savez tout parce que vous avez vu AGTV et vous savez comment les choses se passent. Ça, c'est comme l'idiot qui passe derrière un volant et qui dit qu'il sait conduire et avec un peu de, disons, avec un peu de chance, parce que la malchance en général, c'est le cimetière. Il se retrouve à l'hôpital. Mais bon, dans le cas de l'immobilier, ce n'est pas l'hôpital, c'est là où vous vous retrouvez chevauché. Et si par malheur, l'argent avec lequel vous avez utilisé justement pour aller faire votre immobilier, c'est de l'argent emprunté, vive les collections. Parce qu'ils ne vont vraiment pas vous laisser souffler pour ça. Donc, ne croyez pas
quand vous devez prendre une maison, dans le cadre de l'investissement et tout, prenez des experts. Prenez des gens qui s'y connaissent et qui vont vous guider par la procédure et tout. Si vous croyez que vous avez assez lu, parce que bien sûr, il y a ceux qui croient qu'ils savent tout, il y a ceux qui croient qu'ils ont tout lu. Maintenant qu'on a on a les ordinateurs et tout, les gens vont là-bas, ils regardent AGTV, ils regardent tout ce qui se passe et tout, ils se disent « Oh, maintenant je sais ce qu'il faut faire ». Mais c'est comme la personne qui se dit « Bon, écoutez, j'ai observé le médecin faire des opérations des dizaines de fois, maintenant je sais quoi faire et tout. » Mais on vous passe la blouse là, du chirurgien, on vous met devant une table d'opération avec un corps devant vous et choses et tout. Vous croyez que vous allez vous en sortir? Mais c'est un peu très virulent, là, quand je parle du côté médical et tout, mais du côté investissement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce que vous voyez, ça, c'est ce qu'on vous filme, ce qu'on vous met et tout, c'est ce qu'on veut que vous voyez, choses et tout, mais bon, personne ne vous dit les nuits blanches que vous allez passer, les doutes que vous allez avoir de vous-même. Vous ne savez même pas si la transaction va passer ou ne va pas passer. Si la maison est vraiment ce que vous croyez que ce que vous allez avoir est un bon deal. Il y a des tas de questions, il faut se poser et tout. Vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir le truc et tout, mais si vous n'avez pas des avis experts derrière vous pour vous guider dans la procédure et tout, vous allez tout droit dans un fossé. Parce que je ne vois vraiment pas comment vous allez vous en sortir et tout. Alors bien sûr, il y a l'erreur numéro 4. Et la numéro 4, les gens, parce qu'ils se disent que bon, il est tombé amoureux de la maison, hein, et ça c'est l'erreur, la nouvelle erreur, la nouvelle numéro 1. Qu'est-ce qu'il fait? Oh mais la maison est bonne, et puis après tu vois les gens vous font en général marcher. Vous tombez sur une maison sur le marché, les agents vous disent ah mais vous savez j'ai reçu plusieurs offres. Et puis après vous dites ah parce que vous commettez l'erreur, vous êtes amoureux de la maison et vous avez déjà en tête que vous allez vous faire un quick cash. Donc ce sera un flip, 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 ça va passer et tout. Donc pour cela, vous vous dites, bon, comme je vais gagner autant, donc je peux peut-être acheter la maison à autant. Parce que en achetant la maison, par exemple, à 30 000 $, je pourrais la revendre à 60 000 $, le truc et la transaction est faite. Mais quand vous achetez la maison à 30 000 $, on vous a dit que la maison est en bon état. Est-ce que vous avez fait justement, et ça c'est le point numéro 5, l'erreur numéro 5. Faites votre devoir. Est-ce que vous avez pris des experts, un inspecteur de maison? Est-ce que vous avez pris un expert en matière d'évaluation? Est-ce que vous avez pris un expert? C'est-à-dire, parce que quand vous prenez une maison d'investissement, l'expert dont vous devez prendre, bien sûr, il y a le home inspection, il y a le radon quand les maisons sont vieilles. Vous ne savez pas quel gaz il y a dans le sous-sol et tout. Il y a des gaz hasardeux. Il faut examiner tout ça. Vous savez combien ça coûte. Vous prenez une maison. La maison, elle est quinquagénaire, comme je l'ai dit bien avant. C'est-à-dire que bon, l'extérieur n'est plus adapté, la véranda n'est plus aussi bonne, les choses et tout. Mais vous, dans votre tête, là, avec votre tête arrogante, excusez-moi, mais bon, il n'y a pas d'autre façon de le mettre. Dans votre arrogance, vous dites, bon, j'achète la maison à 30 000, je la revends à 60 000, je vais me faire une marge de bénéfice de 30 000. Vous êtes passé de l'avis des experts, vous n'avez pas fait votre devoir, c'est-à-dire de voir justement ce dont la maison a besoin pour être remise sur pied et tout. Mais devinez quoi, quand on vous dit paying too much, quand vous allez payer too much, mais vous allez vous retrouver avec une maison que vous avez acheté à 30 000 $, et vous serez surpris que pour la remettre sur pied, vous devez payer un autre 30 000 $. Ce qui fait que quand vous aviez planifié vos 60 000 $, là, vous allez gagner 30 000 $. Vous avez mis de côté tous les factures nécessaires qu'il fallait faire et tout. Mais bon, ça, c'est même peine perdue parce que vous n'auriez même pas vendu la maison. Vous allez la vendre comment? Il faut d'abord la arranger. Et si vous ne l'avez pas arrangée, vous croyez qu'elle vaudra 60 000 $, vous allez avoir les 30 000 $ comme ça? Non. Non. Il y a toute une procédure. On ne devient pas investisseur du jour au lendemain.
il faut suivre, il faut prendre conseil et il faut tout faire. Alors, l'erreur numéro 6, comme ils le disent si bien en anglais, ils le disent lacking the diligence. C'est-à-dire que vous voulez faire les choses à votre tête. Ce que tout le monde fait, ce que des investisseurs avant vous ont fait et ont réussi avec, vous trouvez que vous savez mieux, vous êtes beaucoup mieux instruit et beaucoup mieux informé que ces gens-là, et vous voulez faire les choses à votre tête. Ben, you duck those, je vous assure. Ça, c'est la partie où vous n'avez pas besoin d'hôpital, vous allez tout droit au cimetière. Quand vous faites l'accident avec la voiture, là. C'est exactement ce qui se passera. Alors, l'erreur numéro 7, et justement, bon, je l'ai dit, mais je l'ai dit auparavant quand je mentionnais l'exemple et tout, vous sous-estimez votre liquidité. Parce que, étant donné que, bon, vous avez déjà skip, donc vous avez laissé tomber, vous avez négligé les critères, les devoirs, justement, la marge à suivre, vous l'avez négligé. Vous avez négligé l'avis des experts. Vous avez négligé, vous vous êtes décidé que bon, ce que les gens ont fait avant vous, vous saviez mieux parce que bon, pour une raison ou une autre, Dieu a jugé que vous étiez beaucoup plus brillant que tous les gens qui l'ont fait avant vous. Vous y allez et tout. Vous sous-estimez ce dont vous aurez besoin en matière de liquidité. Et puis bon, il va s'avérer que bon, vous allez vous retrouver à court de cash. Et que votre projet que vous aviez commencé avec de si bonnes intentions, vous ne pouvez pas l'achever. Vous n'achèverez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus d'argent. Et pourquoi vous n'avez pas plus d'argent? Parce que vous n'avez pas pris les choses au sérieux. Pourquoi vous n'avez pas pris les choses au sérieux? Parce que vous n'avez pas passé, par les étapes et vous n'avez pas fait votre devoir. Et pourquoi vous n'avez pas fait votre devoir? Parce que vous êtes passé de l'avis des experts. Et pourquoi vous êtes passé de l'avis des experts? Mais parce que vous croyez que bon, vous êtes en 2014, vous êtes la jeunesse dynamique et tout, et vous saviez mieux que n'importe quelle autre personne. Erreur. Donc vous voyez comment certaines choses arrivent. Et ça, ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Et ça, je ne vous le dis même pas à cause d'émissions et choses et tout. Ça, je n'ai même pas dû lire. Ça, c'est ce qui se passe maintenant. Donc quand mon humeur est en train de varier comme ça, je suis en train d'y penser parce que je sais exactement ce qui est en train de se passer quand je vais quitter ce bureau. Alors, il y a une autre catégorie. Il y a une autre catégorie d'erreurs justement que les gens commettent. Vous connaissez l'expression en français qui dit « trop embrasse mal étreint ». Vous voulez faire plusieurs projets en même temps. Mais mon cher ou ma chère, vous n'avez pas encore maîtrisé un projet. Le seul sur lequel vous devez essayer de vraiment vous expertiser les choses et tout, il est en train d'aller soit dans un ravin ou soit je ne sais pas où. Mais alors pourquoi essayer de faire plusieurs choses à la fois? Allez-y par une chose, apprenez après une chose, allez-y. Donc faites un projet un après l'autre. N'essayez pas de commencer plusieurs projets en même temps et vous dire que bon, d'une façon ou d'une autre, ça va aboutir. Parce que quand l'expression qui dit trop embrasse mal en train, ouais, vous allez faire. Est-ce que vous allez régler tous les problèmes? Est-ce que vous allez régler chacune des situations, des projets que vous êtes en train de mettre en exécution? Non! Et qu'est-ce qui va s'arriver à un moment donné? C'est comme quand vous avez déjà essayé l'expérience, là, vous avez plusieurs bouteilles. Des bouteilles, vous n'avez pas un casier, vous avez une bouteille. Allez, vous prenez toutes les bouteilles, vous les prenez comme ça. Et à un moment donné, quand la bouteille du milieu tombe, qu'est-ce qui s'arrête? Toutes les autres bouteilles vont tomber. Mais c'est une image, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que bon, vous voulez tout faire en même temps et malheureusement, vous perdez tout. Parce que vous êtes incapable justement de maîtriser un projet. Si vous échouez un projet, qui vous dit que si vous en faites 10 en même temps que ça va marcher? Ça ne va pas marcher du tout. Donc allez-y, évitez. Ce sont vraiment les erreurs. Là, je mets l'accent dessus parce que j'ai vu et je suis en train de vivre cela. Et j'aimerais que les gens évitent de tomber dans ce piège-là. Alors bien sûr, l'erreur numéro 9. Vous faites fi de la concurrence.
vous êtes imbu de vous-même, mais vous ne tenez pas compte de l'environnement. Il est évident que vous n'êtes pas le seul investisseur sur le marché, mais quand vous le faites, quand vous lisez, puisque bon, vous êtes assez instruit ou éduqué et tout, mais renseignez-vous justement dans l'environnement dans lequel vous êtes en train d'investir. Essayez de voir justement quels sont les pros, quels sont les cons, qu'est-ce qui se passe et tout. Parce qu'au moment où vous ignorez la concurrence, il vous manque quelque chose. Parce que qu'est-ce qui vous stimulerait le plus? C'est de voir justement comment fonctionne la concurrence. Parce que vous n'êtes pas la seule personne qui a envie, qui décide justement d'investir. Vous regardez comment ça se passe avec les autres. Vous les observez, comme on dit en anglais, closely. Vous regardez, s'il se casse la gueule, vous savez qu'il s'est cassé la gueule parce qu'il a fait telle chose. Donc vous évitez cela. Vous voyez, quand vous suivez quelqu'un sur une pente, vous êtes derrière la personne. Et la personne trébuche parce qu'il y avait une pierre là. Vous êtes derrière, vous avez vu la pierre. Vous faites attention et vous l'évitez. Si vous vous en foutez complètement et vous avez la tête en l'air, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez trébucher sur la même pierre. Si pas, tomber dans le ravin s'il y en a un. Donc tenez toujours compte de la concurrence et dans l'environnement dans lequel justement vous êtes en train d'évoluer. Et justement, la 10e erreur, c'est justement de sous-estimer le coût de ce que ça vous coûtera. Mais bien sûr, ça c'est quand vous ne planifiez pas. Vous ne planifiez pas, vous assumez que bon, vous tombez sur la maison de vos rêves, c'est-à-dire que vous y allez, comme vous les voyez, c'est comme quand vous regardez les westerns à la télévision. Tac, 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 et puis après vous le faites et tout. Mais en matière d'argent, quand vous voulez remettre une maison sur pied, croyez-moi, ce n'est pas quelque chose de si facile. Les facteurs, quand vous dites, oh, vous entrez dans une maison, vous vous dites, il n'y a pas beaucoup à faire. Ah bon, il y a les fenêtres, il y a les portes, la cuisine, ah non, j'étais à Ikea, à Ikea, j'ai vu telle ou telle chose et tout. Non, non. Vous devez vous rendre compte que quand vous devez, par exemple, modifier une cuisine, vous savez que vous avez besoin d'un plombier. Parce qu'il doit vous réajuster les choses qu'il faut. Vous avez besoin d'un électricien. Parce que il faut que les critères, justement, en matière d'électricité, quand on installe l'électricité, justement, dans votre maison, et ça c'est dans la maison en général et tout, répondent aux critères actuels qui vont avec les critères que demandent les compagnies d'électricité aujourd'hui. C'est-à-dire que bon, quand vous décidez de changer une petite chose, parce que vous voyez, les gens qui ont déjà fait, par exemple, des petites modifications, ils savent de quoi je parle. Quand vous croyez que c'est facile de changer le carrelage de votre basement, pensez-y encore, allez demander aux gens qui savent le faire, qui l'ont fait avant vous. Il faut planifier tous ces gens-là, parce que vous ne le faites pas, et si ce n'est pas bien fait, c'est un problème. Vous voulez ajouter une salle de bain, vous voulez ajouter une chambre, vous voulez ajouter un garage, vous voulez faire quelque chose et tout. Il faut y aller. C'est un projet, et c'est un projet qui inclut plusieurs facteurs dedans. Donc n'y allez pas seulement en assumant que bon, j'ai regardé sur AGTV. AGTV, c'est une émission que vous regardez pendant 30 minutes. Vous croyez qu'en 30 minutes, là, tout se passe comme ça? Est-ce qu'on vous montre les fois où ces gens-là se sont pris la tête comme ça et tout, et à un moment, ils se sont dit que bon, on laisse tomber, on ne le fait plus? Parce que c'est probablement arrivé, vous savez. Mais bon, comme ils ont besoin d'attirer les gens, ils ont besoin que les gens regardent l'émission et qu'ils aient de la clientèle, il n'y a pas de problème. Quand vous voyez ces gens, par exemple, quand vous regardez ces émissions, il est allé dans un Home Depot, alors il y a un contracteur qui l'a contacté, il dit, bon, écoutez, je vais vous aider à modifier telle chose dans votre maison et tout. Vous savez très bien que ça ne peut pas arriver du jour au lendemain, n'est-ce pas? Parce que le type n'est pas assez fou, il ne sait pas dans quel genre de maison vous habitez. Donc, vous allez dans une maison où il est pratiquement impossible de faire quoi que ce soit. Non, ces gens-là, ils considèrent, ils savent très bien que quand ils interpellent quelqu'un, c'est tout un show mis en place. Ils savent très bien que bon, ils vont trouver sur quelque chose, sur une maison sur laquelle ils peuvent travailler dessus. Mais quand vous vous levez du jour au lendemain avec votre maison qui a plus de 60 ans, là,
et que vous décidez que vous voulez faire telle ou telle chose ou que vous voulez justement investir et effectuer des changements sur votre maison, dans le but, ça c'est la partie la plus importante, dans le but de revendre la maison et de vous faire de l'argent, mais vous avez intérêt à prendre vos choses au sérieux. Vous avez intérêt à les prendre au sérieux. Prenez le temps, vous avez des questions sur cela. Et tout ça sont vraiment des erreurs que les gens commettent. C'est-à-dire que les gens prennent les choses facilement, à la légère, et se disent que tout se passe convenablement. Erreur numéro... Donc, je vais récapituler, parce qu'il n'y a plus, il y a plus tellement... Si vous avez des questions, en tout cas, allez-y et posez-les, et je trouverai probablement le temps de vous y répondre. Mais planifier, ça c'est le numéro 1. Planifier. Si vous ne planifiez pas, et ça c'est la première erreur que justement tous les nouveaux investisseurs font, c'est le planning. La deuxième erreur, c'est de croire qu'on peut devenir riche comme ça. À moins que, bon, vous avez eu la chance d'acheter une maison qui est déjà en très bon état, qui est en foreclosure ou bien en auction et choses et tout, qui n'a besoin d'aucun travail et que vous revendez facilement. Ah bon, ça peut arriver. Mais si c'est vraiment un fixe un peu, je ne pense pas. Il faut aller par tout le processus. Négligez pas l'avis des experts. Faites-vous entourer avec des gens qui savent justement, qui s'y connaissent et qui peuvent vous guider. Parce que les nouveaux investisseurs ont toujours à dire « Ah non, ces gens-là seront jaloux, ils vont me freiner » et ils préfèrent aller faire les choses à leur tête. Mais en général, bon, ça tourne pas toujours très bien en général. Mais bon, si vous voulez commettre cette bêtise-là, be my guest. Évitez de trop payer. Mais vous pourriez trop payer, pourquoi? Parce que justement, vous n'aurez pas planifié et vous vous êtes passé justement de l'avis des experts. Numéro 5, l'erreur est d'éviter justement de faire ses devoirs. Renseignez-vous, instruisez-vous, éduquez-vous avant de faire quoi que ce soit. L'erreur numéro 6, ducking due diligence. Ducking due diligence, vous dites... Eux, ils l'ont fait, non, moi je sais mieux parce que moi je sais ça, c'est ce que les autres font. Vous vous dites que non, eux ne savent pas, eux ne savent pas. Vous qui venez de commencer dans l'investissement, vous savez mieux qu'eux et en général, vous savez exactement où ça mène. L'erreur numéro 7, c'est de ne pas sous-estimer ce dont vous aurez besoin en matière de liquidité. Parce que bon, avec votre lack of planning, sans avoir planifié, vous allez vous retrouver short of cash. Et quand vous vous retrouvez short of cash, vous savez très bien comment c'est pas la banque qui va peut-être vous financer en un rien de temps comme ça et tout. Vous allez vous retrouver à votre budget qui va stagner, là, votre projet par contre, excusez-moi, qui va stagner et qui ne pourra pas avancer. Donc ce que vous aviez commencé avec toute la bonne foi du monde va s'arrêter là. Pourquoi? Par manque justement de cash et par manque de financement. Numéro 8, j'ai numéro 6, oui, numéro 8, justement, allez-y projet par projet. Une chose à la fois, trop embrasse, mal étreint. Allez-y par un projet, au moment où vous le terminez, vous commencez un second. Ne faites pas cette bêtise où vous avez eu des gens qui se disent, bon, j'achète 2-3 maisons, je vais mettre des locataires et je vais faire des choses et tout. Vous savez combien de gens se sont retrouvés à ce stade-là? Ils ont acheté, ils ont mis des locataires, ils sont tombés sur de mauvais locataires. Mais d'abord, ils ont commencé par prendre un mauvais loan, un mauvais amortissement auprès de la banque. Parce que vous savez que quand vous devez investir, vous ne prenez pas votre loan, vous ne demandez pas vos prêts comme si vous demandiez un loan pour une maison dans laquelle vous allez habiter. Non, c'est pour investir. Vous devez vous assurer justement que vous vous faites une marge de bénéfice et que vous faites quelque chose de bon avec. Et que vos paiements justement mensuels seront réduits. Mais au moment où vous allez, vous prenez un prêt à la banque sous prétexte que vous achetez la maison et tout, vos taux d'intérêt sont déjà up parce qu'après avoir acheté une ou deux maisons, vous avez des dettes ouvertes, donc vos taux d'intérêt ne seront pas bas, ils sont automatiquement un peu plus élevés. Vous prenez ces maisons-là et vous dites, bon, ça fait rien, j'ai acheté 2 ou 3 maisons et je vais les mettre en location. Bon,
je suis sûre que la négligence que vous avez utilisée pour acheter ces maisons-là et le peu de connaissances, l'ignorance que vous avez visiblement manifestée pour acheter ces maisons-là et les utiliser justement comme investissement est celle qui va vous causer des problèmes. Parce que bon, vous allez vous tomber, la même négligence, certainement vous allez prendre des locataires qui ne sont pas de bons locataires, ou bien soit vous êtes allé prendre des maisons dans un emplacement où justement la demande en location n'est pas très importante. Donc vous avez les maisons, oui, vous les avez mis en location, oui, mais est-ce que les gens qui louent la maison sont en présence de la payer à temps? Non. Donc vous êtes là, vous n'avez pas de cash, donc vous êtes déjà à court de cash, vous n'avez pas de réserve. L'amortissement des maisons, comme vous avez de mauvais locataires, elle n'est pas payée. Les taxes de propriété ne sont pas payées. Before you know it, on vous met des lignes sur les propriétés, les choses et tout, et là vous êtes obligé de faire soit bon, si le short sale, il y a encore le temps pour le short sale, c'est tant mieux, mais quand ce n'est pas ça, bon, ce sont des foreclosures. Et qu'est-ce que vous aurez gagné? Vous avez des propriétés qui ont été mal gérées, les choses et tout, mais tout ça pourquoi? Parce que vous avez évité de faire justement les devoirs, vos devoirs, vous avez omis de faire des recherches, vous avez omis de vous entourer de gens qui s'y connaissent, vous avez omis l'avis des experts, vous avez omis de vérifier par rapport à la concurrence ou les gens qui font le même travail depuis des années, et vous vous êtes retrouvé dans une situation comme celle-là. Combien de gens vous connaissez sont là, à un moment donné, c'était là, bon, l'immobilier est en train de faire un boom, ils achètent des propriétés, ils font tout ce qu'ils ont à faire et tout, ah mais non, moi j'ai 2-3 maisons, j'ai des locataires et tout, mais ils n'ont pas pensé, ils n'ont jamais eu un plan B ou un plan C. Et vous tombez sur des locataires qui ne payent pas, vous n'avez pas de réserve. Après les locataires payent, ils partent. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Les tuer s'ils ne partent pas, s'ils partent après 2 ou 3 mois. Pendant ces 2 ou 3 mois, vous n'avez pas payé. Quel est le crédit qui prend un coup? C'est le vôtre. Eux, ils ont été des locataires, ce n'est pas leur maison. Ils peuvent aller ailleurs, ils peuvent louer une maison ailleurs. Ils paieront peut-être 2 mois de sécurité deposit, mais ils vont se retrouver ailleurs. Mais les maisons que vous avez affichées, là, que vous avez alignées l'une après l'autre, pour lesquelles vous avez ignoré les critères, les critères élémentaires justement dans l'investissement, mais vous avez justement un problème avec cela. Et en plus de ça, bon, c'est le point, justement le dernier point, où on vous dit justement de ne pas miscalculer vos estimations, justement, garder vos estimations et tout, mais les estimations justement font partie du devoir que vous devez faire et de la procédure que vous devez suivre. Donc c'est un sujet assez important parce que je sais que beaucoup de gens se disent, ah, il y a beaucoup de gens qui investissent dans l'immobilier, bon, je crois que si j'ai autant telle chose, je fais le faire et tout. Ça c'est la couverture. Ce qui est en dessous de la couverture, là, il y a beaucoup d'étapes. C'est pas aussi facile que ça. Et si vous avez des questions, ou bien vous avez des suggestions, ou vous avez un point sur lequel vous n'êtes pas d'accord, ou si vous avez autre chose à suggérer, quelque chose que je n'ai pas mentionné, parce que vous savez, je peux me mettre là, je peux avoir toutes les bonnes intentions du monde et dire ce qu'il faut dire, mais quelquefois j'oublie les points. Et pour les gens qui ont déjà investi auparavant et qui ont réussi dans l'investissement, si vous avez des conseils supplémentaires à ajouter sur ce que je viens de dire, concernant les 10 erreurs que font les nouveaux investisseurs dans l'immobilier, je vous invite justement à faire des suggestions. Et sur cette note-là, j'aimerais remercier 5 sur 5 médias pour l'opportunité justement qu'ils nous donnent de pouvoir discuter d'un sujet qui est d'actualité. Et pour ceux qui sont intéressés justement à voir nos émissions par le canal de la télévision, allez sur la page de 5 sur 5 médias et cherchez Orao TV, qui est justement la chaîne de télévision par laquelle nos émissions, la plupart des émissions justement de 5 sur 5 médias sont diffusées. Donc je vous remercie et à la semaine prochaine. Au revoir.